Bonjour à tous et bienvenue dans Avocat. Et oui, vous êtes bien à la bonne adresse. Vous voulez avoir des conseils juridiques simples, mais également très précis, accessibles en tout cas à vous tous qui nous regardez. Tout le monde n'est pas juriste. Eh bien, il y a cette émission qui vous est dédiée, Avocat, sur votre chaîne préférée toutes les semaines. Également sur avocat.net pour voir les replays et poser vos questions à nos avocats que je vous présente immédiatement. Nous commençons par maître Joseph Suissa. Bonjour Joseph. Bonjour Yves, toujours un plaisir d'être avec vous. Et également plaisir partagé. Bienvenue dans Avocat. On vous retrouve dans quelques minutes pour parler d'un sujet très intéressant. Je ne dis pas plus, ce sera un suspense, un peu de teasing. Surprise. Ne nuit pas. À vos côtés, il y a maître Dalia Arfi El-Kaïm. Bonjour Dalia. Bonjour Yves. Ça va bien? Ça va et vous? Eh bien, on est toujours ravis de vous retrouver. On Moi parlera tout à également. l'heure du salarié inapte. On verra ce que c'est, de quoi s'agit-il. Eh bien, on saura ça dans quelques instants. Et puis à vos côtés, maître Pierrick Babin. Bonjour Pierrick. Bonjour Yves. Comment ça va? Ça va très bien, je vous remercie. On peut être dans le fiscal et être sympa, souriant. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, comme quoi. Les impôts, ça peut donner également la banane, le sourire, quand on est droit dans ses bottes. Eh bien, on va essayer de l'être avec vous et avec vos conseils dans un petit instant. On va commencer avec vous, maître Dalia Arfi El-Kaïm, pour parler aujourd'hui donc de droit social. Et on va s'interroger dans un instant sur la protection du salarié inapte. C'est la question qu'on a reçue. Je rappelle tout d'abord que vous êtes avocate au barreau de Paris, installée à rue Marbeuf, dans le 8e, juste à côté des Champs-Élysées pour ceux qui connaissent le 8e, au sein du cabinet JDB, dont l'adresse du site s'affiche actuellement sur votre écran. Vous êtes avocate d'affaires avec notamment dans cet intitulé le droit social, justement, on va en parler, droit commercial, société, les contrats et la propriété intellectuelle. Vous êtes une habituée de cette émission et donc en particulier en droit social avec donc cette question que je vous posais, la protection du salarié inapte. Est-ce qu'on peut déjà définir ce que c'est ? Alors un salarié inapte est un salarié qui n'est plus en mesure d'aller travailler en raison de son état de santé. Alors très souvent, ce sont des situations qu'on rencontre lorsque le salarié a été en arrêt de travail pendant une période déterminée, qui peut être parfois assez longue, qui peut aller même jusqu'à 1 an, et qui doit passer donc une visite de reprise, soit à son initiative, soit à l'initiative du médecin du travail, soit à l'initiative de l'entreprise, pour savoir s'il peut reprendre son poste, parce qu'il n'y a plus d'arrêt maladie. Donc le salarié va se présenter auprès du médecin du travail, qui va lui remplir un petit papier en disant apte ou inapte. Et s'il est inapte, sauf s'il est inapte en une seule visite, il va être revu par le médecin du travail dans un délai de 15 jours pour confirmation de cet avis, donc deuxième petit papier. Et durant cette période-là, le salarié, normalement, n'est plus en arrêt maladie. Et s'il est de nouveau en arrêt maladie entre les deux arrêts, l'employeur n'a pas à en tenir compte. À l'issue de la seconde visite d'inaptitude, si effectivement il est déclaré apte, le médecin du travail va faire des préconisations. Il va nous dire apte, inapte à tout poste, ou apte avec réserve ou avec modification de son poste. Et l'employeur doit prendre en considération ces préconisations pour tout faire, pour tenter de reclasser le salarié. C'est une obligation absolue de l'employeur qui ressemble un petit peu à celle qu'on voit en matière de licenciement économique, c'est-à-dire qu'il doit aller consulter tous les établissements dont il dispose pour savoir si un poste est disponible pour ce salarié ou alors lui proposer des modifications de poste. Et il doit soumettre effectivement ces propositions pour avis au médecin du travail. D'accord. Ensuite, le salarié, effectivement, doit être reclassé et dans le délai d'1 mois, s'il n'est pas reclassé, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire. Et à l'issue de ce délai d'1 mois, si l'employeur n'a pas été en mesure de le reclasser, la solution ultime, c'est le licenciement pour inaptitude médicalement constatée, si l'inaptitude est d'origine professionnelle, c'est-à-dire liée au poste. Oui, il y a un accident pendant Voilà. qu'il travaillait, par exemple. Maladie professionnelle ou accident du travail. Alors l'employeur doit payer une indemnité de licenciement qui sera doublée et doit payer le préavis, ce qui n'est pas le cas si l'inaptitude est d'origine non professionnelle. J'ajoute pour terminer que l'employeur est investi sur le lieu de travail d'une obligation de sécurité de résultat absolue et qu'il peut donc voir sa responsabilité engagée si le salarié a une inaptitude d'origine professionnelle qui prend sa source dans la situation de travail si son état de santé n'a pas été préservé sur le lieu de travail. Et donc l'employeur doit notamment établir un document qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques en amont et s'il ne l'a pas fait, le salarié pourra toujours venir au conseil de prud'homme rechercher sa responsabilité en disant c'est à cause de vous que je suis malade, c'est à cause de vous que j'ai été licencié et que je suis inapte et que je ne peux plus travailler. Donc vraiment, des deux côtés, faire très attention à toutes ces règles et verrouiller l'obligation de sécurité de résultat du côté de l'employeur. Surtout pour l'employeur. Donc les employeurs, allez consulter votre avocat sans tarder, vérifiez peut-être dans vos contrats. Avant l'engagement de toute procédure. Avant engagement, ouais. voilà, que vous aurez pris ces précautions de base, parce que sinon ça peut coûter cher au niveau des prud'hommes. Et effectivement, si une personne est malade ou professionnelle ou un accident du travail à cause des conditions de travail, ça peut effectivement vous retomber
dessus sur votre responsabilité. Merci beaucoup, vous, Maître donc. Dalia Arfi-Elkim. À vos côtés, il y a Joseph. Alors, il y en a deux à vos côtés, mais on va dire Joseph Suissa, qui est également à vos côtés. Joseph, que nous avons déjà bien connu dans cette émission, hein, qui vient souvent, c'est un fidèle. Il y a beaucoup d'avocats fidèles à cette émission. Vous êtes avocat depuis 1996, hein, vous, voilà. Hier. Ah, hier, c'est rien. Hein. Vous êtes à rue Marbeuf également, donc à côté des Champs, dans le cabinet JDB, dont l'adresse s'affiche. Alors vous, c'est plusieurs matières qui tournent autour du commercial, des affaires aussi, donc société, sociale, fiscale, commerciale, affaires, et vous traitez donc toutes les questions qui vous sont posées aussi bien par des entreprises, hein, c'est peut-être également des particuliers qui sont dans un cas de figure où ils ont besoin d'avoir des conseils. Alors on va parler des pactes d'associés. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce pacte d'associés, pour ceux qui ne sont pas dans la matière. J'avoue que moi, qui ne fais pas du tout droit de société, ne vois pas du tout à quoi ça réfère. Alors, est-ce qu'on peut apporter une petite définition rapide d'abord du pacte d'associés ? Tout à fait. Alors, un pacte d'associés, ça vient s'adosser à des statuts d'entreprise, donc qui sont déjà existants. C'est un document extérieur, ce qu'on appelle un document extra-statutaire. C'est un terme un petit peu barbare. Et ça permet un petit peu de régir des relations, notamment concernant ce qu'on appelle, un terme très à la mode, la gouvernance d'entreprise, et également les problèmes de prise de décision. Alors, l'intérêt de ce pacte d'associés, d'ailleurs, quand on parle de pacte, c'est secret. Et bien justement, le pacte d'associés est un document secret qui n'est pas enregistré au greffe du tribunal de commerce, et il reste effectivement à la seule connaissance des associés qui, eux, vont l'avoir signé. Tout le monde ne peut pas l'avoir signé, mais en tout cas, ceux qui l'ont signé en auront seuls la connaissance. Et c'est tout, je dirais, l'intérêt de ce pacte, c'est qu'il est secret. Alors, il y a des clauses dedans. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans comme type de clause dans ce pacte, alors ? Alors, il y a différentes clauses. Effectivement, il y a des clauses relatives, comme je l'ai dit, à la fois au transfert de titres, donc, que ce soit des cessions ou autres, ou alors tout ce qui est donc la prise de décision concernant le fonctionnement pur de l'entreprise. Alors, quand on fait un pacte d'associés, est-ce qu'on peut... il est immuable, on peut le modifier ? Ça se modifie, ça ? On peut modifier effectivement un pacte d'associés, mais les mêmes personnes qui ont signé ce pacte d'associés sont elles qui pourront le modifier par le biais d'un avenant. Donc c'est effectivement la façon de faire effectivement un pacte d'associés, de le modifier, c'est de faire un avenant. Alors, si vous me permettez juste de compléter, parce qu'on a évoqué rapidement les différentes clauses qui existaient dans un pacte d'associés, c'est intéressant de faire rapidement un petit catalogue de quelques clauses sympathiques à ne pas oublier et qui sont vraiment importantes et qui vont révéler l'intérêt du pacte d'associés. Petit catalogue. Comment ? Petit catalogue. Petit catalogue. Quand on parle de transfert donc, effectivement, de titres, il y a souvent la clause de préemption qui va vous permettre effectivement de bénéficier d'une cession de titres avant un tiers de l'entreprise. Vous avez également la clause d'agrément qui fait que quand vous voulez céder vos parts, vous devez obtenir l'agrément de votre camarade associé. Quand vous devez avoir ce qu'on appelle le plafonnement des participations. Alors c'est un terme aussi un peu compliqué. Ça signifie qu'un associé ne pourra pas avoir plus, je ne sais pas, de 50% des parts ou des actions de l'entreprise. C'est une clause est aussi très important. On a aussi le droit de suite. Le droit de suite, c'est une clause très intéressante qui permet, quand vous avez vous-même l'opportunité de vendre vos parts sociales ou vos actions, d'en faire bénéficier vos associés, ce qui fait qu'il va y avoir un bloc de participations qui vont être vendues en même temps, donc ce qu'on appelle le droit de suite. Vous avez également la clause d'inaliabilité, une clause aussi très intéressante qui permet que pendant une durée précise, les associés ne pourront pas vendre leur part sociale. Et nous avons ensuite rapidement les clauses relatives au fonctionnement de la société. On a la clause d'accord unanime, par exemple, s'il y a un événement grave, mais on veut avoir l'unanimité de tous les associés. Donc on insère une telle clause. La clause de nomination d'un dirigeant, par exemple, on prévoira à l'avance qu'un tel sera dirigeant de l'entreprise. Une clause très importante. Une dernière pour dire, parce qu'il y a beaucoup de clauses. Une dernière est importante, c'est la répartition des résultats, c'est-à-dire qu'on prévoit à l'avance il y a des dividendes, mais qui ne seront pas distribués ou alors qui seront distribués de telle façon. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas ce pacte ? Parce que là, on a vu les clauses, tout ça, mais en cas de non-respect. En cas de non-respect, le clause peut effectivement être rompue, mais il peut aussi également avoir des dommages d'intérêt contre la partie qui a commis effectivement ce non-respect, ou alors on va écarter le signataire du pacte qui a effectivement commis un écart au pacte. Alors bon, vraiment en une phrase, un dernier conseil que vous donneriez donc, pour les associés qui voudront faire un pacte ? Le pacte d'associés est un outil formidable. Il serait dommage de s'en priver. Alors, je dis à nos téléspectateurs, ne vous privez pas de ce pacte d'associés.
Non, ne vous privez, non, ça sera la phrase. Ne vous privez pas du pacte d'associés. Le reste, on s'en fiche, mais le pacte d'associés, c'est important. Absolument. Merci beaucoup, Joseph Suissa, pour cette explication sur le pacte d'associés. Je ne connaissais pas, mais maintenant j'ai tout compris sur sa définition. On va terminer l'émission avec Pierrick Babin, notre avocat fiscaliste depuis 89. Vous êtes plongé dans la fiscalité, notamment avec une expérience depuis 35 ans dans différents postes comme inspecteur, vérificateur des impôts, également enseignant, formateur en droit fiscal. Vous avez été également dans une société en tant qu'adjoint directeur fiscal, directeur de la recherche fiscale, bref, et avocat fiscaliste, je l'ai dit, dans différents cabinets. Vous connaissez bien cette matière qui concerne, et vous défendez aussi bien des patrons que des particuliers, que des entreprises. Voilà, fiscal, ça touche tout le monde. Vous intervenez sur plein de dossiers et on vous retrouve également sur les réseaux sociaux. J'avais dit la dernière fois, LinkedIn, Viadeo, Twitter, Facebook, comme beaucoup de nos avocats qui sont là. On vous trouve également, aujourd'hui on est toujours sur les réseaux sociaux, donc vous êtes présents dessus. Alors on va vous poser une question qui concerne l'impôt sur le revenu. On parle beaucoup d'impôt sur le revenu, surtout en période électorale ou préélectorale. Le dégrèvement d'impôts pour les victimes du terrorisme. Alors ça, c'est un sujet intéressant. Les victimes du terrorisme, malheureusement, un sujet d'actualité. Dégrèvement d'impôts pour eux, ça fonctionne comment ça ? Voilà, alors en fait, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit d'alléger les obligations fiscales des familles, des victimes du terrorisme, mais aussi des personnes décédées, enfin des forces de l'ordre en général, décédées dans l'exercice de leurs fonctions. Parce que, aussi étrange que cela puisse paraître, jusqu'à la loi de finances pour 2017, pour toute personne décédée, en fait, quelle que soit la cause du décès, la personne décédée avait des obligations fiscales qui devaient être prises en charge par la famille de la personne décédée, que ce soit des déclarations fiscales, que ce soit le paiement d'impôts et taxes. Donc, du fait du décès, la famille n'était pas pour autant dispensée de ses obligations fiscales, de paiement d'impôts sur le revenu ou des autres impôts et taxes. Même pour les victimes d'un attentat, c'était le cas. Voilà, exactement. Alors, la loi de finances pour 2017 propose justement de faire bénéficier d'un avantage fiscal les victimes du terrorisme, mais aussi, enfin les familles des victimes du terrorisme, les familles des forces de l'ordre, que ce soit les policiers, les gendarmes, aussi les sapeurs-pompiers, les agents des douanes, qui sont décédés dans l'exercice de leur mission et qui ont été cités à l'ordre de la nation. Alors en fait, quels sont les avantages fiscaux qui sont accordés aux familles de ces personnes décédées ? Il y a deux avantages fiscaux. Premièrement, un dégrèvement de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public de l'année en question, de l'année du décès, mais aussi une décharge, c'est-à-dire en fait une dispense de paiement de l'impôt sur le revenu réclamée avant le décès de la personne en question, que ce soit au titre des revenus de l'année du décès ou de l'année précédente. Donc évidemment, ça peut paraître des avantages qui sont disons-le, assez dérisoire, mais il n'empêche qu'avant la loi de finances pour 2017, rien de particulier n'existait pour les familles des personnes décédées, lorsque les personnes décédées avaient été victimes du terrorisme ou qu'il s'agissait de forces de l'ordre victimes dans l'exercice de leur mission. Au moins sur le principe, en tout cas, ça s'entend tout à fait, parce que c'est vrai que c'était assez aberrant d'imaginer que jusqu'à présent, on était victime d'un attentat, on devait effectivement s'acquitter de tous les droits fiscaux. Finalement, il n'y avait rien, aucune faveur. Ça ne changeait absolument rien aux obligations fiscales qu'avait la personne décédée avant son décès. Voilà, tout simplement. Donc ça, pour s'en prévaloir, on attend l'année prochaine, a priori, et ça rentrera en vigueur donc pour à compter de 2017. À compter de 2017, donc est-ce que c'est pour les victimes d'aujourd'hui ou Oui, ce sera en vigueur pour les personnes qui ont été victimes d'actes de terrorisme depuis l'année 2016. Bon, en tout cas, c'est un sujet très intéressant. Enfin, franchement, on n'y pense pas, on n'imagine pas effectivement ces questions-là, mais pour ceux qui sont familles de victimes, des victimes ou le monde policier, en tout cas tous ceux qui interviennent, c'est quelque chose qui est pas forcément dérisoire, et en tout cas dans le principe, je trouve que c'est une belle notion. Merci beaucoup Pierrick Babin pour nous avoir apporté cette explication sur ce sujet tout à fait intéressant. C'est la fin de cette émission. Je remercie à tous les trois pour la qualité de vos réponses. C'était très clair et c'est vrai que dans cette émission on parle de beaucoup de choses, des choses très variées. On a plein de matières, donc beaucoup d'avocats nous rejoignent depuis des années maintenant pour animer cette émission. Si vous avez des questions, vous voulez voir traiter certains sujets, certains thèmes, n'hésitez pas. Envoyez-nous un mail en allant sur le site avocat.net. Vous ne trompez pas dans l'orthographe, c'est écrit, mais c'est AVOSCS, bien sûr, .net. Petit jeu de mots déposé, Maître Arfi à l'INPI, je vous rassure tout de suite. Voilà, c'est la fin de cette émission. Le replay également vous attend. On se retrouve très prochainement sur votre chaîne préférée pour une nouvelle émission d'avocats avec de nouveaux avocats. À très vite.